que sur les ronds-points, il y avait des petits patrons de PME et pas seulement des travailleurs pauvres, pas seulement des retraités, mais aussi des cadres qui sentent bien que ce pays est cadenassé. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'il y a eu cette tension et cette focalisation sur Emmanuel Macron, parce qu'on est un drôle de pays, on est une monarchie et pas une république, une monarchie élective. Il y a un type, il est élu et il prend tout. Et il prend la volonté de tous. Comme dit l'Américain. Voilà, et il prend tout et il continue à s'entêter à tout prendre. Il fait les questions, il fait les réponses. Il ne donne pas de vraie respiration démocratique. Il tombe dans un hubris et un égotisme personnel. Ce serait un très mauvais DRH en termes de relations humaines dans une entreprise. Enfin, c'est comme ça que je le regarde. On ne peut pas être comme ça dans une verticalité dans notre monde d'aujourd'hui, qui est le monde justement de l'échange, du partage. Il est descendu un petit peu dans l'arène avec dans le grand débat. Il n'a jamais pris de risque. C'est nous qui avions révélé, je le rappelle dans le livre, la question du débat public. Il y a en France, la CNDP, il y a des règles du débat public. Il y a une dame très respectable, indépendante, elle a été ministre sous Sarkozy, mais oui, elle est libre dans sa tête, Madame Joanneau. Ils l'ont contactée et ils lui ont dit « On voudrait que vous animiez, mais à titre personnel ». Non, elle a défendu son autorité administrative et indépendante. Elle a dit « Vous savez, le débat a des règles, la neutralité, etc. » Et de fait, il s'est passé un débat qui n'était pas neutre. Le président l'a contrôlé, ses ministres l'ont contrôlé. Vous savez que même les cahiers de doléances n'ont pas pu tous être numérisés. Tout le monde a montré qu'en fait, la synthèse qui a été donnée est une synthèse totalement partielle. Et du coup, il y a un truc aberrant. Par exemple, l'Espagne, et regardez ce qui se passe aux élections récentes, l'Espagne a augmenté le salaire minimum de 22%. Ils viennent de plus bas. Ils viennent de plus bas, d'accord. Vous savez, mai 68, 35%. Ouais. L'économie, après Grenelle. L'économie ne s'en s'est pas portée plus mal et beaucoup de responsables d'entreprises le savent. C'est-à-dire quand même, il y a un problème de stagnation. On avait Verrier qui était à votre place hier, secrétaire général de Force ouvrière. Il a dit nous on veut 1500 € un peu moins de SMIC net. Bien sûr, il y a une stagnation du pouvoir d'achat et pas seulement même des classes moyennes. On le sait depuis 10 ans. Donc au-delà de la France, c'est un problème qu'on voit partout. Et il faut rehausser ça. Et puis par ailleurs, il y a un problème, bon, il se braque sur l'ISF, il y a un problème de partage des richesses. Il a entrouvert un petit peu la porte en disant on va évaluer, on verra les résultats. Il a montré qu'il a dit pourquoi pas revenir en arrière, il a laissé la porte ouverte. Oui, mais en fait, ça mange pas de pain, c'est ça? En même temps, oui, et puis surtout, par exemple, il y a des choses, vous savez, il faut être choqué par des petites choses comme ça. L'application des mesures du président, séminaire gouvernemental hier. Ouais. Le pouvoir exécutif se met en marche. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font venir leur majorité parlementaire. C'est drôle. Un député... Avec le modem. Oui, mais un député, c'est un député de la nation. Et le député de la nation, il est aussi chargé de quoi? Pas seulement de voter les lois, de contrôler l'exécutif. Ouais. Vous voyez, on voit la limite de l'exercice. Mais comment on voit? C'est pour ça, l'Espagne a traversé plein de problèmes. Bien pire que les nôtres par plein d'aspects en termes de crise économique, de corruption, de scandales, etc. Et regardez comment la dynamique, pourquoi parlementaire, c'est une démocratie délibérative. Vous savez, vous allez en Espagne, où il y a plein de mouvements sociaux sur les femmes, sur les migrants, sur le logement, sur ceci, sur cela. Vous avez les sentiments, j'y étais là, les gens sont plus heureux. Il y a une respiration démocratique. Notre pays, et c'est pour ça qu'il y a de l'aigreur, et c'est pas bon l'aigreur. Et c'est pour ça qu'il y a du ressentiment. Et si on laisse faire du ressentiment, on ne sait pas vers quoi ça peut aller. C'est tout le thème de mon livre. Même si pour l'instant, cette révolte et du Plenel des ronds-points semble, quand on regarde les chiffres, s'être essoufflée, quand on regarde les chiffres de mobilisation. Et pour partie, on l'a vu radicaliser. On se dit quoi? On se dit, on est dans l'œil du cyclone. On sait que c'est pas bon. Même si à court terme, l'œil du cyclone, il se passe rien, on sait qu'après, c'est la catastrophe. Ou est-ce que tout va redevenir comme avant? On se dirige vers ça. Je ne sais pas, je ne prédis pas l'avenir. Je dis juste que c'est une bonne nouvelle, qui est des gens, et au fond, c'est quoi les gilets jaunes, si on devait parler de leur sociologie, y compris d'un point de vue électoral, les abstentionnistes. Et on va les voir encore aux européennes, les abstentionnistes. C'est un mouvement social des abstentionnistes. Hein, ce point aveugle. En 2017, tout le monde l'a oublié. Il y a eu le chamboule-tout et M. Macron a rapporté la mise. Mais le fond de l'affaire, c'est qu'il y a eu une augmentation très forte des abstentions et des votes blancs pour une présidentielle. Donc il y a un peuple qui est mis sur le bas-côté. Et ce peuple, tout d'un coup, on s'aperçoit que son bas-côté n'est pas que du chacun pour soi,
qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent, qu'ils se politisent, et c'est bon des gens qui s'intéressent au bien commun, qui discutent entre eux, qui font des textes, et il faut aller voir les textes. Il ne faut pas juger les Gilets jaunes sur un ou deux porte-parole autoproclamés, alors qu'ils se demandent, ils se revendiquent auto-organisés, ni sur quelques incidents le samedi. Il faut aller sur le terrain. Et sur le terrain, on voit une élaboration, on voit des citoyens qui réfléchissent à leur pays et qui bougent. Au début, ils sont partis sur les carburants. Sur l'injustice fiscale, l'inégalité dans la fiscalité. Et puis après, ils ont bougé. Fin du monde, fin du mois, c'est pour nous le même combat. Ils ont compris que les questions sociales ne sont pas l'adversaire des questions écologiques. Ce sont des alliés dans le moment où on vit. Après, c'est l'offre politique. Il faut qu'il y ait une offre politique. Le problème est là. Et le problème, c'est là comme dit le président Macron, votez blanc, on vote pas pour une solution. Le problème, la formule est bonne. Hein. Oui, mais le problème, c'est que l'entêtement de M. Macron fait qu'il n'a pas offert une respiration politique à ce mouvement. Et d'autre part, et je suis même en réduisant le nombre des parlementaires, il annonce ça, mais ce que je dis, une respiration, c'est quand il y a une crise. Quand il y a une crise, on a des armes, même dans la Ve République. On a la dissolution, on fait des législatives, on a le changement de gouvernement. C'est se tirer une balle dans le pied. Oui, mais on donne des respirations. La démocratie, c'est pas encore une fois, je vote une fois et on se tait pendant 5 ans. Vous savez, c'est Albert Camus. J'étais à un colloque sur Albert Camus en Espagne. Albert Camus, c'est pas un radical qui veut mettre le feu partout. C'est un homme qui avait le sens aussi de l'équilibre et de la responsabilité. Et Camus, qu'est-ce qu'il disait? Il disait la démocratie, c'est pas la loi de la majorité, c'est le souci des minorités. Certains vous parleront de la tyrannie des minorités aussi. Oui, mais pas. J'ai dit le souci, j'ai pas dit la tyrannie. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est? Là, vous avez des gens entre guillemets d'en bas, qui n'étaient pas dans les organisations, parce que j'en ai autant pour cette gauche qui les a regardés d'en haut. Dit tiens, je les ai pas dans mes organisations, je les ai pas dans mes partis. Ils étaient pas là quand je me mobilisais sur les retraites. Vous en voulez la gauche de pas s'être finalement. Mais je pense que c'est pas que j'en veux, c'est que je pense qu'elle va payer très cher ce prix de ne pas comprendre que ce mouvement social, il fallait qu'elle l'accompagne, y compris pour se remettre en cause. Vous avez vu le paysage de la gauche aux européennes qui vont venir là? Morcelé. Regardez la leçon espagnole pour la gauche française. Une gauche sensible aux questions sociales. Une gauche à l'écoute de la société. La preuve, le dialogue avec les indépendantistes catalans. Et une gauche qui n'est pas dans la querelle des petites différences, dans le sectarisme. Parce que le sectarisme est en train de tuer toute la gauche française. Donc, ce n'est pas bon. Et c'est une des grandes chances pour Emmanuel Macron. Mais le vertige d'Emmanuel Macron, encore une fois, c'est de croire qu'il peut être dans ce chemin solitaire. Vous savez, je crois que tout mon itinéraire et l'histoire de Mediapart le montrent. Comment dire? Nous sommes des critiques du présidentialisme, entendu non pas le fait qu'il y ait un président de la République. Mais que ça lui octroie autant de pouvoir. Ben oui, c'est un vieux combat. Mais parce que à chaque fois, regardez, que ce soit les affaires, l'affaire Benalla tout récemment et d'autres affaires parfois plus graves, on voit bien comment il y a eu une confiscation par ce pouvoir présidentiel qui du coup se referme sur la personne qui devient lui-même obsédé, pris là-dedans, pas à l'écoute, totalement dans un pouvoir personnel, et c'est pas bon. Qu'est-ce que vous dites à ces millions de Français qui en ont assez, encore une fois, des gilets jaunes, et qui disent mais il y a 30 000 mecs dans la rue aujourd'hui et on en parle encore? Je sais pas, moi je fais pas la démocratie ventriloque, c'est-à-dire dire je parle à la place de milliers. Oui, mais en même temps, moi je vais beaucoup sur le terrain, notamment pour ce livre. Les salles sont pleines. Les salles sont pleines, il y a en plus un film sur Mediapart, depuis Mediapart, parfois des salles carrément de plus de 500 personnes. Et il y a des gens en tout genre, il y a toujours des gilets jaunes qui viennent très paisiblement, très soucieux du débat, et je ne vois pas ce sentiment-là de ras-le-bol. Je le vois parfois dans des expressions, mais qui sont très socialement marquées, de gens que rien ne menace, de gens qui ne sont pas soucieux de leur feuille de paye, de leur pension de retraite. Parce que quand même, vraiment, ça faisait très longtemps qu'on n'a pas entendu, de la part de certains politiques et dans certains médias, une telle morgue sociale. Jojo le gilet jaune, quoi. Ces Gaulois réfractaires au changement, cette façon de les regarder d'en haut. Et moi, je crois que les gens sur le terrain, ils se parlent, ils discutent. Je pense que parmi les policiers et les gendarmes, il y a plein de gens qui ont des copains gilets jaunes. Tout ça se cause. Donc, je pense
justement, ce qui a manqué, et notamment sur les questions de maintien de l'ordre, hélas, on en aura encore probablement une expression demain pour le 1er mai, c'est de l'apaisement. On n'a pas eu, de la part des autorités, un souci d'apaisement. Il y a eu, je crois, au contraire, une volonté de radicaliser tout ça. Ouais, pour en tirer évidemment un bénéfice politique. Et j'imagine aussi que vous ne soutenez pas l'extrême violence, évidemment, à laquelle on peut assister parfois. Il y a tout un chapitre qui est consacré, les 3 violences. Et justement, mais est-ce qu'il ne faut pas, et vous en parlez très bien, passer par une certaine forme de violence pour décrocher des avancées, des conquêtes démocratiques? L'histoire l'a prouvé. Il y a une forme de, pardon pour l'expression, de violence légitime, c'est pas un oxymore. Il y a une question du rapport de force. Et c'est là où ceux qui sont en haut ont une responsabilité. Parce que s'ils n'écoutent pas, s'ils ne négocient pas, s'ils ne descendent pas vraiment dans l'arène, s'ils ne font pas un Grenelle, s'ils ne font pas une réunion, une discussion et tout, ça se crispe. S'ils donnent le sentiment qu'ils ne veulent rien céder. Mais il a cédé beaucoup, Emmanuel Macron. Il a cédé. En termes d'argent, 10 milliards en effet, décembre, le 10 décembre. Plus, quasiment encore 10 milliards le de 10 plus, décembre, mais c'est hommage aux Gilets jaunes, excusez-moi, et au rapport de force. Qui ont eu plus que Martinez depuis 5 ans dans la exact. Il a cédé ce que les organisations syndicales n'arrivaient pas à céder, et vous savez que les économistes de l'OFCE disent ce sera très bon pour la croissance française. Preuve que l'entêtement de la politique économique de M. Macron depuis son élection allait à l'inverse. Il n'était pas bon pour la croissance. Merci aux Gilets jaunes. Donc en effet, il faut des rapports de force. C'est ce que je raconte dans les 3 violences. Les sommes de cette somme de 20 milliards en 2 fois, c'est historique. Oui, mais c'est pas un cadeau d'en haut. C'est pas un cadeau d'en haut. C'est parce qu'ils ont continué. C'est parce qu'ils sont restés. C'est parce que, et même profondément, il ne faut pas juger uniquement sur les samedis. Profondément, c'est toujours là. Et c'est toujours là, encore une fois, au fond, ce sentiment que, en haut, ils sont accrochés à des positions acquises. Ils sont accrochés à ne pas offrir, à ne pas négocier, à ne pas discuter. Donc du coup, alors quel est le regret? Le regret, c'est qu'on aurait aimé que ce soit comme en Algérie. On aurait aimé que ce soit très massif, très démocratique, très pacifique. Plus apaisé, ouais. Plus apaisé. Et là, il y a une responsabilité, encore une fois, du vieux monde politique ou du vieux monde syndical. Il y a, derrière l'affaire des Gilets jaunes, et nous, médias, on est concernés aussi, il y a la critique de la représentation. Il y a une crise de la représentation. Et vous voyez bien qu'on est ici sur un site, on est en direct. Comment dire? La révolution numérique, comme toute révolution industrielle, elle appelle une réinvention démocratique. C'est ce que nous illustrons en ayant inventé Mediapart, c'est ce que nous illustrons, nous, les journalistes, en essayant de montrer qu'il peut y avoir un journaliste qui recrée de la confiance. Mais la politique est pour l'instant pas au rendez-vous. Le boulot du journaliste, ça reste toujours le même, c'est d'écrire le monde tel qu'il est. Bien sûr, et d'être en lien avec la société. C'est pas ce qui a été fait par des médias qui... Si, bien sûr, avec comment dire, la nuance, c'est un peu le blablabla des commentaires. Le blablabla des éditorialistes. Voilà. Vous savez, hein. Voilà. Et c'est pour ça que ça a donné le sentiment, parfois, on n'est pas représenté. On ne nous montre pas tels que nous sommes. On nous caricature. Mais cette crise de la représentation est vraiment la question importante. Vous voyez bien comment, y compris dans les critiques qui sont faites à mon livre, je vois comment il y a un monde qui se dit, au fond, c'est nous qui savons. Les experts, les sachants, les légitimes. Comme si la démocratie, c'était seulement choisir son représentant. Et le point de vue du kidam vaut celui du docteur, du médecin, on peut tous avoir un avis sur tout. La démocratie, c'est le règne du n'importe qui. Alors, toute la question, c'est de ne pas en faire n'importe quoi. Mais bien sûr, c'est quoi la démocratie? Article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Tous nos droits, y compris celui... Non, mais la voix est la même. Mais je dis l'expertise que peut nous avoir naissons, un c'est médecin. plus que la voix. Nous naissons libres et égaux en droit et en dignité. Ça veut dire sans distinction d'origine, sans distinction de condition, sans distinction de diplôme, sans condition de croyance, d'apparence, de sexe, de genre, j'ai le droit de m'en mêler. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de réunir, j'ai le droit de manifester, j'ai le droit de m'informer. Droits fondamentaux qui, pour moi, sont les piliers sur lesquels doit être posé le droit de vote. S'il n'y a pas ces droits-là, je vais voter comment? À l'aveugle,
pour mon pire ennemi et Mais pour mon pire malheur. Ça tient pas. Comment? Un pays sans élite ne tient pas, nous disait Alain, qui était là il y a quelques jours pour son bouquin lui aussi. Oui, mais moi, comme vous savez, je n'aime pas ce mot d'élite autoproclamée, hein, comme je dis Alain Minc et cette boussole qui montre toujours le sud. Donc, vous savez, sur Mediapart, il s'était illustré, il avait dit le modèle choisi par Edoui Plenel est une erreur, l'information est gratuite sur Internet et ce sera un échec. Vous connaissez la réussite de Mediapart. Non, les élites autoproclamées, les élites auto-engendrées, ça n'existe pas dans une culture démocratique. On se légitime en permanence. On est des autodidactes tous. C'est pour ça que les journalistes sont aussi des instituteurs. Donnez ce que vous disiez tout à l'heure à comprendre le présent. Comment un patron aujourd'hui, c'est pas un patron qui dit je suis l'élite de l'entreprise. Non, il doit discuter. Il doit créer du consensus, il doit créer de l'adhésion. C'est comme ça Enfin, on ne peut pas raconter des nouvelles choses sur le management et tout, et puis dire mais en politique ça marche pas. En politique, il n'y a pas. Comment dire? Vous avez une crise sociale qui dure depuis 5 mois. Donc cette révolution démocratique et sociale, comment elle peut concrètement vous avez employé un mot important, révolution. Qui en parlait il y a 2 ans? Avec un livre qui s'intitulait comment? Révolution. Qui promettait une révolution démocratique profonde? Emmanuel Macron. Vous l'avez vu en 2 ans? C'est ça qui lui revient en pleine figure. C'est ça, en fait, c'est le décalage entre la promesse de campagne, d'horizontalité et un pouvoir vertical. On y revient à il est retombé dans le même piège que les précédents. Il fait la campagne, chamboule tout. Je vais vous écouter. Discours du 14 mai, émission à Mediapart le 5 mai, formidable. Je vais vous écouter. Vous y avez cru? En même temps, vous y avez cru? Moi je juge sur pièce. Je suis sans préjugés. Donc du coup, je donne la parole, je regarde, j'écoute, je prends date, et ensuite, je prouve mon indépendance. C'est ce que nous faisons à Mediapart. Nous avons toujours fait comme ça. Le problème, ce sont ces institutions, selon vous? Mais bien sûr, mais sincèrement, c'est un affaiblissement pour ce pays. On ne peut pas affronter les défis climatiques. On ne peut pas affronter la montre qui tourne par rapport au tout vivant du monde. On ne peut pas affronter la perte de confiance d'une partie du peuple à l'égard des institutions démocratiques. Mais il fait quoi Edoui Plenel, le président? Il fait quoi? Il fait des référendums tous les 6 mois pour savoir ce que les Français pensent sur chaque sujet? C'est pas ça. Il faut revenir. Mais non, vous n'avez pas tranché. Vous avez voté pour l'ISF aboli il y a 2 ans. Vous avez voté. C'était un programme. Vous avez voté en détail. C'était pas sûr. Rappelez-vous tous les visiteurs du soir pour qu'ils le fassent dès la première année. Hein, il devait faire du en même temps. Il devait faire du en même temps. Il n'a pas fait de en même temps et il a fait de l'injustice fiscale. Tout le monde l'a vu. Et là, il le paye. Et bien sûr. Donc moi, je crois à la démocratie délibérative. Je crois au fait qu'on est obligé de discuter. Je vais vous redonner mon exemple espagnol. Mouvement social. Podemos vient de quoi? Les indignados. Mouvement social. On occupe les places et tout. On n'est pas dans les élus. On ne veut pas gouverner. On est dans la rue, etc. Démocratie délibérative. Dialogue entre les différentes composantes des gauches espagnoles. Du coup, Podemos, il est prêt à un pacte de gouvernement aujourd'hui. Il passe du côté de la responsabilité. Donc c'est structuré. Et bien sûr, et il s'est structuré en partie. Il ne fait pas dans le mouvement. Oui, mais on ne le voit nulle part parce que c'est quoi le présidentialisme? Et vous le voyez pour les européennes, pour en tout cas les partis d'opposition, c'est je me prépare pour dans 3 ans, ce qui est un crime par rapport à l'Europe. Les élections présidentielles françaises, c'est pas la question des européennes. Oui. Tout le monde se dit comment je vais être, mon mouvement va être en position pour la présidentielle dans 3 ans. La présidentielle est un crève-cœur démocratique. On ne peut pas construire une démocratie, un débat démocratique au niveau européen, qui oblige à délibérer, qui oblige à comprendre les Allemands, les Suédois, les ceci, les cela, et nous vivre dans une culture. Et d'ailleurs, tous les Européens le disent. Quand les Français arrivent, y compris Macron, où le désamour est arrivé, ils arrivent en donneurs de leçons. Parce qu'ils sont habitués à dire « je suis président, je décide » et circuler. Et les autres exécutent. Bien sûr. Pour prendre la formule. On se dit quoi avec on finit là-dessus, ce virage, il y a un petit virage en termes de politique économique. On voit bien qu'on lève le pied sur la réduction des déficits et sur la dette. Les suppressions de fonctionnaires, a priori, on a tiré un trait. 20 milliards d'euros de lâchés, donc la jambe gauche se muscle un petit peu. Oui. Vous n'avez pas l'air convaincu. Le fond de votre pensée, je parle pas à votre place, je ne suis pas ventriloque non plus. Oui. Il nous envoie dans le mur, le président? Je pense qu'il n'a. Je dis souvent, vous savez. Parce que je dis, c'est un peu le fond de votre pensée. Je pense que De Gaulle a une conception a eu un usage plus démocratique des institutions qu'il avait lui-même conçues. Après la crise de 68, qui était moins longue que celle-là, même si elle était plus massive,
il a usé des 5 armes à sa disposition. Il a fait un Grenelle, une vraie discussion avec des partenaires sociaux, et je vous rappelais 35% d'augmentation du SMIC notamment. Autre temps, entre mœurs aussi. Oui, mais enfin, il a fait dissolution, élection, etc. Du coup, il a eu une majorité, il a fait nouveau gouvernement, il a fait référendum, et il a mis ensuite son mandat en jeu, en démissionnant, il aurait pu faire autrement. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je faisais la moue? C'est que il y a beaucoup de vieilles politiques, beaucoup de communication. La mise en scène de la conférence de presse, nous-mêmes, on avait, et on n'était pas les seuls, une question, on n'a pas pu avoir le micro pour poser une question que beaucoup de gens attendaient, la question des violences policières. Hein, les gilets jaunes sont concernés par ça. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait un point sur lequel Emmanuel Macron restait ferme par rapport à certaines tendances de sa propre majorité, c'est sur les questions de laïcité et d'immigration. Et là, d'islam et d'immigration. Et là, tout d'un coup, je l'ai vu parler de l'islam politique comme un danger, une menace qui était au cœur du sujet. Nous, on a travaillé. Hein. Ça surgit pas chez les Gilets jaunes. Hein. C'est pas présent dans leur texte. Hein. L'agenda identitaire, l'agenda sécuritaire, il y est pas. Dans toutes les assemblées et tout ça, ça y est pas. Un appel du pied à la droite. Oui, mais d'accord, mais attendez, le pays profond, il a bougé là, et il lui parle pas de ça. Et les migrants, et d'ailleurs la campagne européenne est faite comme ça, à nouveau cette honte, hein, pour moi c'en est une, hein, cette honte de se dire on va se barricader, on va se fermer, alors qu'on est dans un monde interdépendant, et vraiment on ne peut pas parler au monde, on ne peut pas prétendre parler au monde et ne pas comprendre ce qui se joue là. Et donc là je dis une inquiétude, c'est-à-dire que je vois, au fond, si je vais vous répondre très franchement, hein, je sens une crispation autoritaire. Le pouvoir est devenu plus autoritaire qu'avant. Je sens, deuxièmement, une façon de dire « je passe, mais je continue à passer en force ». Et troisièmement, je sens une concession à ce que j'appellerais les identitaires. Et ça, en tant qu'Européen, internationaliste, soucieux du monde, convaincu, cela m'inquiète. D'accord. Donc il ne nous aura pas dans le mur, mais on s'en approche. Moi, je prédis pas l'avenir. Je dis, vous savez, le mur, il est là, la catastrophe, elle est là. Ah, écologique. Mais attendez, elle est là. Bon, on peut pas raconter toutes ces phrases comme si c'était des mots creux. Il y a encore un sommet cette semaine sur la diversité du monde. Le GIEC, il peut se tromper à 5 ans près. 2030. Il nous reste 11 ans. Après-demain. 11 ans.